Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation à me donner la parole. Moi, je vais essayer de ne pas tousser, contrairement à Jacques. Donc, une des bonnes manières de ne pas tousser, en fait, je ne tousse pas parce que je fais de la prévention. C'est-à-dire que quand je salue Jacques le matin, après, je vais me laver les mains avec une solution hydroalcoolique. Alors, je ne vais pas vous parler de prévention aujourd'hui, plutôt de diagnostic. Et le diagnostic, c'est quelque chose d'important pour vous tous. Et dans le cadre d'une ARA, eh bien, nous sommes là aussi pour vous apporter des réponses quand il y a des résistances plus ou moins émergentes et vous aider à répondre à ces questions qui sont posées quelquefois chaque jour. Est-ce que j'ai ici une résistance nouvelle? Est-ce que je peux la détecter et avec quels outils? Donc, pour rappel, donc, comme le précisait le professeur Nordman, en fait, parmi les problèmes majeurs de résistance émergente, on a bien sûr des choses qui sont chez les grammes positifs, mais qui ne sont pas vraiment émergentes. Et puis, il y a les résistances liées au carbapénémase chez les grammes négatifs, les problèmes de résistance aux céphalosporines de spectre large chez les entérobactéries. La résistance aux polymyxines est quelque chose que l'on oublie un petit peu trop, c'est donc l'émergence de la résistance aux aminosides, et j'en parlerai un petit peu à travers le développement de certains outils diagnostiques. Alors, quels sont les besoins actuels? Ça a été souligné également par les orateurs précédents. Il faut qu'il y ait des tests de diagnostic rapide de manière à identifier les bactéries résistantes, aussi bien dans le cadre d'infection, mais également dans le cadre de colonisation, puisqu'il va falloir détecter les patients porteurs. Donc pour les infections, le but d'avoir un test de dépistage rapide de la résistance, c'est d'améliorer, bien entendu, le traitement du patient en particulier. Et puis, pour les colonisations, c'est d'avoir un outil qui permette très rapidement de transmettre une information aux équipes opérationnelles d'hygiène, par exemple, qui vont permettre de renforcer le contrôle de la dissémination des germes multirésistants. Alors, les principaux problèmes, ils ont été exposés par le professeur Nordman, c'est la résistance au carbapénème, les résistances aux aminosides et les résistances aux polymyxines chez les grammes négatifs. Alors, je vais commencer par le problème des carbapénémases et vous expliquer un petit peu quelles sont les méthodes dont on peut disposer actuellement qui permettent de rapidement répondre à la question « y a-t-il production de carbapénémase ou pas ?» Bien entendu, les techniques moléculaires, vous les connaissez toutes, elles sont disponibles pour à peu près tout le monde. Tout le monde a les compétences pour faire de la biologie moléculaire. Après, disposer des moyens suffisants, ce n'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs possibilités dans les laboratoires. Il peut y avoir les techniques dites de routine classique maison, c'est-à-dire qu'on développe soi-même sa PCR avec ses propres amorces, sa propre Taq polymérase et son propre thermocycleur, et puis on fait ses PCR, et normalement on est capable d'identifier les gènes connus responsables de la résistance au carbapénème. On peut également utiliser la PCR en temps réel, donc avec un appareil déjà plus coûteux, avec une expertise un petit peu plus pointue, mais on augmente la chance de répondre le plus rapidement possible. Et tout ça peut être fait à la fois sur des colonies, c'est-à-dire que vous avez déjà la bactérie isolée sur la boîte, qu'elle soit sélective ou non, et vous pouvez également avoir ce type d'approche directement sur les prélèvements cliniques, c'est-à-dire que par exemple, avec une urine, on est capable d'extraire l'ADN et puis de faire directement le test moléculaire sur l'urine afin de savoir si oui ou non il y a présence de telle ou telle résistance. Et à partir de ça, on va pouvoir comprendre si oui ou non on est capable d'utiliser tel ou tel traitement. Alors tout ça a été bien sûr automatisé. Les grands industriels dans notre domaine du diagnostic microbiologique ont tous plus ou moins développé des outils diagnostiques rapides qui permettent de simplifier la tâche, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas une expertise pointue dans le domaine, le laboratoire de microbiologie clinique est capable de répondre en utilisant ces tests de manière relativement rapide, de manière spécifique et de manière sensible. Une des grandes qualités de la biologie moléculaire, c'est que ce sont des techniques qui sont très sensibles, qui sont capables de détecter des quantités très faibles de bactéries, des quantités très faibles de gènes de résistance.
Donc tout ceci, vous connaissez. Et quand on regarde un petit peu ce qui existe aujourd'hui pour détecter donc, ce qu'on appelle les CPE, c'est-à-dire les Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae, il y a pas mal de kits qui ont été développés, par exemple, pour faire du dépistage à partir des selles ou à partir d'écouvillons rectaux. Et on voit que la sensibilité et spécificité de ces tests est globalement extrêmement bonne pour tous ces tests. Donc vous avez une liste ici de tests proposés par différents industriels. Et vous voyez qu'à chaque fois, nous sommes avec des sensibilités et spécificités supérieures à 90%. Donc tout ceci a été très bien validé et vous permet de disposer d'outils, comme je vous le disais, moléculaires, sans avoir une expertise extraordinaire. Pour certains de ces tests, c'est juste prendre l'écouvillon rectal, le poser dans une petite boîte. La boîte, on la met dans la machine et on appuie sur 3 boutons et ensuite vous avez le résultat. Donc voilà comment on peut s'en sortir avec des tests moléculaires. Cependant, ceci a un coût, le coût de la machine, le coût du réactif lui-même, qui peut être également encore plus cher que ne l'est l'achat de la machine au départ. Et puis ensuite, il y a quand même un certain délai d'obtention du résultat, puisque certains tests peuvent demander 4, 5, 6 heures pour être interprétés. Alors, il y a d'autres possibilités que l'approche moléculaire. De plus en plus de laboratoires disposent aujourd'hui du système MALDI-TOF pour identifier les bactéries de par leur espèce. Eh bien, on peut aussi détourner l'utilisation de cette machine, je dirais, pour faire du diagnostic de la résistance aux antibiotiques. Et pour cela, on peut par exemple détecter la résistance au carbapénème lorsqu'il s'agit de la production d'une carbapénémase. Donc l'idée, c'est de poser dans cette analyse MALDI-TOF une matrice qui va contenir de l'imipénème. Et donc, on a un pic qui correspond clairement à la présence de l'imipénème dans cette matrice. Et si jamais vous mettez cette matrice en contact avec des colonies qui potentiellement sont productrices d'une carbapénémase, eh bien vous pouvez avoir donc l'enzyme carbapénémase qui va dégrader le substrat, c'est-à-dire dégrader l'imipénème. S'il y a dégradation d'imipénème, on va avoir donc la suppression de ce pic qui correspondait au substrat et on va avoir d'autres pics qui vont apparaître à d'autres longueurs d'onde. Et là, dans ces cas-là, vous vous rendez compte que ce pic majeur indique que le substrat, il a été hydrolysé. Donc, hydrolyse du substrat signifie que ce substrat est dégradé, il est inactif, donc il a été inactivé par définition par une enzyme, donc une carbapénémase. Donc c'est un diagnostic indirect de la présence d'une carbapénémase. Ça peut être très utile. Cependant, mettre au point ce type de diagnostic au laboratoire, c'est pas facile. Le MALDI-TOF, habituellement, il est utilisé pour d'autres choses. Ensuite, il faut avoir une bonne expertise. Et puis, il faut des temps d'incubation qui peuvent nécessiter entre 0,5 et 4 heures selon les techniques utilisées. Et donc, c'est rapide, mais ça ne répond pas toujours de manière parfaitement appropriée aux besoins quand on n'a pas, en particulier, de MALDI-TOF dans le laboratoire. Alors l'autre approche, c'est l'approche génomique totale. On peut utiliser l'artillerie lourde et puis faire un génome, séquencer tout le génome d'une bactérie. Donc ça, c'est relativement à la mode. Le problème, est-ce que ça répond vraiment aux besoins cliniques au quotidien? On n'en est pas convaincu, puisque même si les performances de ces machines de séquençage ont été énormément améliorées, on a d'une part le problème de disponibilité de ce type de machine, puisque ce sont des machines qui valent très cher. Et puis ensuite, il faut de l'expertise et il faut des gens pour s'occuper de l'analyse de ceci. Ça ne se fait pas de manière automatique. Donc, même si on nous explique que le coût a diminué, ce qui est vrai, même si on nous explique que le turnaround time, il a diminué pour obtenir le génome d'une bactérie résistante et savoir quel est son contenu en gène de résistance, ça demande quand même du temps, ça nécessite quand même des besoins humains importants, ça nécessite un équipement performant, et puis ça nécessite donc des fonds financiers importants pour assurer la maintenance et la continuité de ce type d'appareil. Donc, on a un problème qui peut être lié à, quelquefois, la préparation des prélèvements. On peut avoir aussi un problème d'interprétation parce que la présence d'un gène ne signifie pas toujours la résistance. Donc c'est aussi un des problèmes que je souhaitais souligner à travers la génomique. On détecte des gènes, on n'est pas capable de savoir si ce gène est exprimé à un niveau suffisant pour qu'il y ait, de manière phénotypique, une résistance correspondante. Alors, c'est ce qui est noté ici. Donc, les limites, c'est bien sûr la possibilité d'avoir un diagnostic rapide. Ça, c'est assez limité parce que ça nécessite quand même un certain temps. C'est bien sûr le coût et c'est le fait qu'il faut des gens qui aient une expertise en bioinformatique approfondie. Et puis, il faut savoir qu'il y a des petits problèmes techniques qui sont liés à ce type d'approche.
Alors, c'est pour ça qu'on cherche toujours à insister sur le fait qu'il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser des techniques qui soient simples et qui soient cependant extrêmement précises dans le sens de la spécificité et de la sensibilité. Donc, je vais parler rapidement de ce test que nous avions développé avec le professeur Nordman il y a quelques années, qui aujourd'hui répond parfaitement à ce type de nécessité, puisque ce test qui s'appelle donc le carbA-NP est capable de vous donner une réponse très rapide sur oui ou non cette bactérie produit-elle une carbapénémase. Le principe il est très simple, c'est-à-dire qu'on a un substrat qui est un carbapénème et on le met en contact avec la bactérie et la bactérie si elle produit une carbapénémase, ce qu'il va se passer c'est que le substrat, c'est-à-dire l'antibiotique va être hydrolysé et l'hydrolyse de l'antibiotique va générer une production d'acide. Donc ensuite il nous reste à mettre en évidence la production de cet acide et pour cela on utilise des marqueurs coloré, et en particulier le rouge de phénol. Et ce rouge de phénol, qui d'habitude est rouge, lorsque le pH diminue, il devient jaune. Donc si vous voyez en contact de cette solution avec les bactéries qu'il y a un changement de couleur, c'est qu'il y a une acidification. Acidification, ça veut dire hydrolyse du substrat, et hydrolyse du substrat veut dire présence d'une carbapénémase dans la souche d'origine, et ce qui signifie très vraisemblablement que la souche était résistante au carbapénème. Donc, quand on se pose la question chaque matin, en regardant un antibiogramme, que ce soit à travers l'interprétation d'un automate ou bien en milieu solide comme celui-ci, et qu'on voit qu'il y a des résistances au carbapénème, par exemple l'ertapenem, avec de manière paradoxale une certaine sensibilité à l'imipénème, et qu'on se pose la question, y a-t-il une carbapénémase ici? C'est le cas pour ces 3 Klebsiella ou ces 3 Escherichia coli. Eh bien, en utilisant ce test, eh bien, on est capable très rapidement d'avoir la réponse. On a un puits qui ne contient pas de carbapénème et qui est le puits contrôle, dans lequel on vient déposer les bactéries à tester, et puis on a le puits qui contient le carbapénème. Et là, on teste nos différents isolats que je vous ai montrés sur la diapositive précédente. Et puis, quand il y a un changement de couleur qui s'opère, eh bien, on est certain qu'il y a hydrolyse du substrat. Donc, on est certain que cette bactérie, elle produit une carbapénémase. Donc, en fait, cette souche, par exemple, qui était de diminution de sensibilité au carbapénème, eh bien, on l'a testée, il n'y a pas changement de couleur, le test est négatif, c'est-à-dire que cette bactérie ne produit pas de carbapénémase. Et a posteriori, on a pu identifier le mécanisme responsable et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une BLSE associée à une imperméabilité. Il n'y avait pas de carbapénémase. Okay, donc ce test, il ne donne pas le nom de l'enzyme qui est responsable de la résistance, il vous dit juste production de carbapénémase ou pas. La plupart du temps, vous le savez, à part pour les besoins épidémiologiques, c'est la question à laquelle vous souhaitez une réponse. Oui ou non, y a-t-il production de carbapénémase? Il n'est pas forcément important, dans un premier temps, de savoir si c'est NDM, VIM ou KPC. Donc la réponse, on l'a, et on l'a de manière rapide. C'est-à-dire que si après 2 heures, il n'y a pas changement de couleur, on considère que le test est négatif. Si on observe pendant les 2 premières heures un changement de couleur, c'est qu'on a une positivité. Et vous voyez que selon les enzymes produites, on a quelquefois des changements de couleur qui sont très rapides. Là, avec les KPC, les enzymes KPC, par exemple, après 5 minutes, vous avez un test qui est déjà positif. Donc très utile. Vous pouvez le faire sur les colonies, et en moins de 2 heures, avec une sensibilité et une spécificité extrêmement importante, vous pouvez détecter n'importe quelle activité carbapénémase. C'est quelque chose qui est très peu cher à mettre en place, vous voyez, moins de 1 franc le test, et très facile à mettre en œuvre dans n'importe quel laboratoire. Donc c'est quelque chose qui apporte vraiment. On a mis au point ce type de test également pour l'acinétobactère. Avec des petites modifications du protocole, on est capable également d'identifier la production de carbapénémase au sein du genre Acinetobacter, et on est également capable de le faire avec Pseudomonas aeruginosa. Donc là encore, ces protocoles qui existent et qui peuvent être délivrés à qui le demandent peuvent vous permettre de répondre très rapidement, en moins de 2 heures, comme je vous le disais, à la question « y a-t-il production de carbapénémase ou pas ?» Alors, ces tests, ils ont été évalués par différentes équipes. J'ai sorti un exemple qui est relativement récent. En Australie, les gens ont cherché à savoir si, par rapport aux différentes techniques phénotypiques, on pouvait avoir une added value d'utiliser le carbA-NP. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que ce test avait vraiment un avantage dans le screening. Et par exemple, c'était dans le cas de mucoviscidose, de patients atteints de mucoviscidose, où on était capable de détecter la résistance au carbapénème liée à la production de carbapénémase chez Pseudomonas aeruginosa. D'autres tests disponibles qui ne soient pas moléculaires, c'est par exemple les tests immunochromatographiques. Et là, on peut détecter la présence de plusieurs carbapénémases, que ce soit NDM,
KPC ou OXA48. Donc en fait, ce sont des tests très simples qui ont été mis en place où on est capable, avec une réaction donc immunochromatogénique, de mettre en évidence la production d'antigènes. Et on peut très rapidement, en l'espace de 1 heure, mettre en évidence la production de tel ou tel enzyme. Donc ça, c'est quelque chose qui répond aussi très bien aux besoins, c'est-à-dire qu'on est capable de répondre. Le seul problème ici, c'est que ce test, il est restreint à 3 carbapénémases essentiellement. Donc, il a un coût qui est supérieur à celui du Carban-P. Hein, c'est quelque chose qui est aux alentours de 20 francs. Et donc, on peut le mettre en place quand on sait qu'on a une épidémiologie bien spécifique dans un endroit, c'est-à-dire que vous avez dans votre hôpital un problème avec des souches productrices de KPC. Ça a un intérêt parce que là, vous allez cibler ce type de enzyme directement. Vous n'aurez pas besoin de faire tout l'éventail de détection de toutes les carbapénémases qui existent sur la planète. Alors, je vous ai dit que j'allais aborder un petit peu le problème de la résistance aux aminosides. Il y a une résistance émergente qui est liée à la production de méthylase de la RN16S, qui est donc la cible des aminosides. En fait, jusqu'à présent, vous connaissiez tous des résistances aux aminosides qui étaient liées à des modifications de l'antibiotique avec des adényltransférases, des acétyltransférases. Donc tout ceci est connu depuis bien longtemps. Mais ce qui n'était pas connu, c'était la possibilité pour une bactérie, en particulier donc les entérobactéries, d'avoir l'acquisition d'un gène qui code pour une enzyme qui va modifier la cible. Et donc cette méthylase va modifier la cible, et dans ce cas-là, on comprend que la plupart des aminosides ne puissent plus être actifs parce que ce n'est pas l'antibiotique qui est modifié, c'est la cible de tous les aminosides. Alors, un exemple donc, de cette souche qui avait été isolée l'année dernière à Neuchâtel, eh bien, c'était une souche qui a été responsable d'une épidémie. Elle était productrice d'une carbapénémase, qui est OXA232 en l'occurrence, et puis également productrice d'une méthylase. Cette méthylase s'appelle RMTF. Elle conférait la résistance de haut niveau à la kanamycine, gentamicine, tobramycine, amikacine. Donc c'est quelque chose qui existe dans le monde et qui existe également en Suisse, vous voyez, avec des germes qui posent vraiment problème puisqu'ils sont déjà associés à d'autres déterminants de résistance importants, comme ceux conférant la résistance au carbapénème. Alors un autre exemple de quelque chose qui a été identifié en Suisse récemment, c'est donc la production d'une enzyme, d'une Klebsiella pneumoniae KPC avec une autre méthylase, celle-ci s'appelle RMTG, et c'est quelque chose qui avait été identifié au CHUV. Alors, comment reconnaître ce problème-là? En fait, on s'est rendu compte que ce type d'enzyme, il confère une résistance à haut niveau à tous les aminosides, mais pas tous. Ceux qu'on utilise très peu, c'est streptomycine, néomycine, apramycine. Ceux-là ne sont pas en fait affectés par la production de ce méthylase. Mais pour cette liste d'aminosides qui sont habituellement d'intérêt clinique, on a une résistance. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un antibiogramme en milieu solide, on voit des espèces de doubles zones qui sont très souvent observées autour de l'amicacine, éthylmycine, kanamycine, vous voyez. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est connu pour être justement la signature un petit peu de ces méthylases, qui n'est pas encore très bien expliqué, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit attirer l'œil. Quand vous voyez ce type de double zone, c'est pas parce que vous avez une contamination de votre antibiogramme, c'est surtout parce qu'il y a une production d'une méthylase. Alors comment mettre en évidence ce type de choses? C'est très compliqué. En fait, on avait montré il y a quelques années que quand on avait regardé les entérobactéries productrices de carbapénémase de type NDM, on se rendait compte que l'association entre les méthylases et NDM était extrêmement fréquente. Donc déjà, si vous savez que vous avez une souche productrice de carbapénémase, en particulier NDM, mais ça peut être vrai pour d'autres, il faut tout de suite penser à regarder si cette souche a préservé sa sensibilité aux aminosides ou pas. Et si ce n'est pas le cas, suspecter la production d'une carbapénémase. Quelle que soit cette carbapénémase, vous voyez qu'ici, on en a plusieurs déterminants qui s'appellent soit ARM-A, méthylase qui s'appelle ARM-A, RMTC, RMTB. On a plusieurs déterminants de résistance connus. Et puis ensuite, il faut pouvoir le détecter. Donc là encore, on peut faire appel à la biologie moléculaire. On a des PCR multiplex qui permettent d'identifier les gènes principalement retrouvés dans le monde qui confère cette résistance à haut niveau à tous les aminosides. Donc PCR maison, facile à mettre en place. Après, on peut avoir aussi la détection immunologique, ça existe, mais alors là, ça existe pour très peu d'enzymes à ce jour. Donc là, on va détecter de manière spécifique une enzyme
Et donc, ça ne répond pas vraiment aux besoins, parce que vous le voyez sur la diapositive précédente, c'est quand on a NDM par exemple, on n'a pas que ce ARM-A, on a RMTC, on a RMTA, qui sont des méthylases qui peuvent être associés. Donc si on fait ce test immunochromatographique avec la détection de ARM-A uniquement, ça va répondre à un besoin local. Par exemple, au Japon, ils ont mis en place parce que la méthylase prédominante à cet endroit, c'est ARM-A. Alors on a on a pris l'initiative de développer un test un petit peu sur le principe du carbo-NP en se disant non pas on va détecter une hydrolyse parce qu'il n'y a pas d'hydrolyse dans ces cas-là, mais on va détecter par un marqueur coloré si oui ou non on a la résistance ou pas à tous les aminosides. Donc l'idée ici était de se dire on met dans un puits des antibiotiques et en l'occurrence c'est gentamicine plus amikacine, ça c'est un super marqueur pour la production de méthylase parce qu'on a ces deux antibiotiques qui d'habitude sont pas conjointement résistants quand on a les mécanismes classiques. On a soit l'un ou soit l'autre. C'est très rare d'avoir les deux. Par contre, quand vous avez production de méthylase, c'est systématique d'avoir la résistance aux deux. Donc en fait, on se dit que si on met ces deux antibiotiques combinés à une certaine concentration, on va se retrouver dans la possibilité de sélectionner les souches productrices de méthylase. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on a un puits qui ne contient pas d'antibiotiques, et puis on a un puits qui contient gentamicine et amikacine, qui est cette ligne-là. Alors ici, on ne met pas de souche à tester, c'est notre contrôle qui reste rouge, il n'y a pas de changement de pH avec la présence du red phénol. Et puis, si on met une souche sensible à l'antibiotique, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de croissance en présence de l'antibiotique, et puis il y aura une croissance quand il n'y a pas d'antibiotique, ça c'est le contrôle. Donc là, on sait qu'il y a un problème. Et par contre, une souche résistante, il y aura une pousse qui va se produire à la fois dans le puits qui ne contient pas l'antibiotique, ça c'est normal, mais dans le puits qui contient les antibiotiques également. Donc ça, ce rouge de phénol dans ce test-là, il est là juste pour vous montrer qu'il y a la croissance de la bactérie en présence de l'antibiotique. Donc on a publié la mise au point de ce test qui peut se réaliser en moins de 2 heures. Et puis, là encore, on a la possibilité donc, de détecter très rapidement des patients qui soient infectés ou colonisés par ce type de germe. Et la sensibilité est extraordinaire, puisqu'on a atteint 100% de sensibilité avec une très très bonne spécificité également. Donc vous voyez là, un test basé sur le métabolisme du glucose qui fait changer le pH et qui donc fait virer la couleur du rouge de phénol présent dans ce test. Ensuite, lorsqu'on veut mettre au point des tests de diagnostic, c'est très bien, mais en même temps, il faut pouvoir aider les équipes d'hygiène à faire du dépistage de ce type de germes producteurs de méthylase. Et donc, ce qu'on a également décidé de faire, c'est de développer un test, un milieu sélectif permettant de repérer ces bactéries productrices de méthylase. Donc, le principe, il est simple, c'est d'avoir une gélose dans laquelle on a des aminosides qui vont permettre de sélectionner les bactéries résistantes à ces aminosides. Et là encore, on va se servir donc d'aminosides comme gentamicine et amikacine à des concentrations de 30 microgrammes par millilitre. Et quand on a un milieu qui contient ces deux antibiotiques, eh bien, la plupart du temps, si quelque chose pousse, une entérobactérie est capable de cultiver sur ce type de milieu, eh bien, c'est une entérobactérie qui est productrice d'une méthylase de la RN16S. Donc, ceci marche très bien pour les entérobactéries, mais également pour Acinetobacter et Pseudomonas. Donc, ça vous permet, si vous avez des bactéries pour lesquelles vous avez une suspicion, de prendre les colonies, de repiquer sur ce type de milieu sélectif et de vérifier si oui ou non, si elles poussent, ça veut dire qu'elle est productrice de méthylase. Et ça permet également de le faire directement à partir de prélèvements de sel, à partir des couvillons rectaux, de manière à faire un dépistage efficace en screenant sur ce type de gélose. Alors, la résistance aux polymyxines, je vais en dire quelques mots sur, là encore, la nécessité d'avoir des milieux sélectifs. Jusqu'à présent, on n'était pas capable d'évaluer véritablement l'étendue du problème de la résistance aux colistines parce qu'on n'avait pas de milieu sélectif. Alors, ce milieu sélectif, on l'a mis au point, ça s'appelle le superpolymyxine. On a la possibilité, en mettant de la colistine dans le milieu, de sélectionner les germes qui soient résistants à la colistine. Donc c'est un milieu sélectif pour les grammes négatifs qui peut être utilisé à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire, puisqu'il faut faire également des études épidémiologiques pour en savoir un petit peu plus sur le problème de la résistance. Alors on a mis également un test au point qui est
en parallèle avec celui des aminosides, un test basé sur la métabolisation du glucose. Cette fois-ci, pas pour faire un screening, ce n'est pas un milieu sélectif, c'est un test qui va permettre, là encore, de répondre très rapidement. Quand on prend la colonie, on va faire un petit bouillon, et après 2 heures ou 3 heures, ce qu'on veut, c'est savoir est-ce que cette bactérie est résistante ou pas. Donc le principe est le même. Des souches sensibles à la colistine qui seront tuées, pas de pousse, donc pas de changement de couleur, ça reste rouge, et ça vire vers le jaune lorsque une bactérie va être capable de cultiver, et par définition, les bactéries qui vont cultiver sont celles qui sont résistantes. Donc la lecture et l'interprétation, c'est exactement la même, c'est très facile. Ça marche pour les souches qui sont productrices de ces déterminants MCR plasmidiques, mais également pour celles qui ont des mutations chromosomiques. Donc n'importe quelle souche, indépendamment du mécanisme de résistance, n'importe quelle souche résistante à la colistine, ça va marcher très bien. Et donc les avantages, c'est que c'est très spécifique et très sensible, c'est très facile à faire, et c'est rapide. En 2 heures, vous avez la possibilité de faire ceci. Vous avez également la possibilité de le faire directement, par exemple, sur les blood culture. Et donc, dans ce cas-là, il faudra 4 heures pour qu'à partir des germes récupérés à partir de l'hémoculture positive, vous puissiez répondre, oui ou non, le germe responsable de la septicémie est-il résistant, oui ou non, à la colistine. Donc, quelque chose qui est utile d'un point de vue clinique. Alors, je passe très rapidement sur le fait qu'on ait adapté ce test, parce que le désavantage du test, c'est qu'il était uniquement pour les entérobactéries. On ne pouvait pas le faire jusqu'à présent pour les Pseudomonas et Acinetobacter, parce qu'il était basé sur la métabolisation du glucose, ce qui n'est pas le cas avec ces germes. Eh bien, on a adapté ce test. On l'a modifié en utilisant donc un marqueur qui est différent du précédent, qui est cette fois-ci la résarusine. Et avec celui-ci, on a plus ou moins le même résultat. En 4 heures, vous êtes capable de dire si le Pseudomonas ou l'Acinetobacter est résistant ou non à la colistine. Et donc ce type de test, on peut le faire à la fois pour le screening des patients, comme je vous le disais, colonisation, portage, mais on est également capable de l'utiliser directement à partir des clinical samples, et on est capable, de, par exemple, à partir d'une hémoculture, de faire ce test et d'avoir en moins de 4 heures le résultat pour savoir si le germe qui était responsable de la septicémie, si c'était reconnu comme un gram négatif, de pouvoir le tester très rapidement et voir si oui ou non il est résistant au carbapénème. Je termine juste avec un petit peu de gram positif quand même. C'est le problème des VRE dont vous avez entendu parler, qui est un problème actuel en Suisse. Alors on a quelques problèmes dans différents hôpitaux suisses. C'est un problème qui a démarré en 2018. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le germe ici, on sait que les isolats ont eu des CMI qui étaient un petit peu variables, mais qui étaient faibles, entre 1,5 et 4 mg, non pas par millilitre, mais par litre, excusez-moi. Et donc, on sait que le breakpoint, il est de 4, supérieur à 4. Donc, on est très proche du breakpoint. Donc, on a une difficulté à reconnaître. Et l'autre difficulté avec ce type de souche, c'est d'avoir une pousse, une culture qui est difficile sur les milieux chromogéniques classiques. Ceux d'oxoïdes, par exemple, ça pousse pas bien. Ceux de biomérieux ou de biorad, ça pousse pas du tout. Parce que les concentrations ici de vancomycine qui sont dans ces milieux sont un petit peu trop fortes pour laisser pousser ce type de germes. Donc on a affaire ici à des difficultés. Donc la problématique actuelle, c'est d'avoir la possibilité de disposer de méthodes pour faire au mieux pour le dépistage et la reconnaissance de ce type de problème. Donc les tests commerciaux qui existent pour le VRE jusqu'à présent, ce sont des tests proposés par différents industriels, le système expert et le système BD. On sait que c'est pas parfait pour la sensibilité et la spécificité de la résistance de type VRE pour certaines souches. Et en particulier, on a un problème aussi de spécificité. Donc on a le problème de sensibilité quand la CMI est trop basse, on n'arrive pas bien à reconnaître, mais on a également un problème de spécificité maintenant quand on utilise le moléculaire, parce que des souches qui produisent VAN B, eh bien en fait on en a beaucoup. Et on a pas mal de germes qui sont VAN B positifs, mais qui n'ont rien à voir avec la problématique VRE. Donc vous sortez des tests positifs et vous ne savez pas trop comment les interpréter. Vous voyez, double problématique, sensibilité et spécificité. Donc je conclurai en disant que les tests de détection rapide pour ces déterminants principaux de résistance, c'est maintenant possible de les utiliser, ces tests rapides. Elles peuvent être implémentées dans la majorité des laboratoires. Elles sont utiles à la fois donc pour les raisons de contrôle à l'infection, donc prévenir les épidémies, mais également pour le patient lui-même, afin d'adapter au mieux possible le traitement antibiotique. Donc il y a bien sûr les techniques moléculaires qui sont relativement coûteuses, mais les prix ont quand même bien baissé, qui doivent être considérés. Mais également, il y a d'autres tests en parallèle, comme je vous ai montré, quelques exemples, biochimiques, enzymatiques, etc.
Donc, toutes ces techniques et les protocoles correspondants sont disponibles. Et puis, certains qui sont tout nouveaux, comme je vous l'ai montré là, qui ont été développés par le NARAB, et ils sont disponibles maintenant. Vous n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un protocole pour une technique bien spécifique, bien particulière, avant même que l'on publie ce type de résultats. On peut très bien le partager avec vous. Et donc, elles ont été évaluées grâce à pas mal de financements. Et donc, en particulier, dans le cadre des NARAS, c'est notre mission de développer ces tests. Merci beaucoup pour votre attention.